meilleurs. Eh, qui sait, ils en parleront peut-être à la radio. Bah forcément, tiens, des champions de baseball, ça ne se passe pas sous silence. Oh là là, je peux dire que j'ai eu le train, moi. Ça ne t'a pas coupé l'appétit en tout cas. Oh, hein? T'as été le meilleur, Elliot. Et cette glissade que tu as faite, Elliot? Là, tu aurais pu faire mieux. Je serai le premier quand ma tenue ne se déchirera plus. En quelle matière faut-il qu'elle soit? Bah, ça, j'en sais rien. Mais Ordi devrait pouvoir nous aider. On devrait encore pouvoir faire mieux. Je veux dire, si notre tenue de sport tenait un peu mieux le coup. Ouais. Pour que ton pantalon ne se déchire plus, il faut des fibres très résistantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, pour que tu comprennes mieux, je vais tout expliquer au sujet des fibres. Hé, c'est pas du tout ça que je voulais. Oh, si Ordi, chouette, alors je vais apprendre plein de choses. Oh. Très bien. Zou, on y va. Il faut d'abord distinguer deux grandes catégories de fibres, les fibres naturelles et les chimiques. Ce sont les plantes et les animaux qui fournissent des fibres naturelles. Et comme fibres chimiques, ah oui, je connais le nylon. Bien, la fabrication des fibres chimiques est bien sûr plus récente. Étudions d'abord les fibres naturelles. Au commencement de l'humanité, l'homme était recouvert de poils, exactement comme les animaux. Aussi, lorsqu'il commença à les perdre, il découvrit le froid. Chasse, il y a chasse, il y a chasse, il y a chasse, il y a chasse. Qu'en va-t-il se passer, Ordi? Ils vont capturer ce renne, d'abord pour sa fourrure, puis pour sa viande et ses bois. C'est fou comme il ressemble à papa. Et elle ressemble beaucoup à maman. C'est à l'âge de pierre que les hommes commencèrent à cultiver leurs terres et à utiliser les fibres végétales pour la fabrication de leurs vêtements. On sait qu'il y a 7000 ans de cela, le coton se cultivait abondamment au Mexique. Et en Amérique du Sud, au Pérou plus précisément, on enveloppait les momies dans un drap de coton, et cela pendant la période Inca. Non, pas comme ça. Sous chaque fil, chaque fil.
Moi je sais. Non, moi montrer. Sean, Non, laisse. toi bête. Et toi, idiot, jamais rien faire, fainéant. Moi, fatigué, Marie fainéant. Moi, avoir sommeil. Oh, voilà. On dit que le métier à tisser fut l'une des toutes premières machines inventées par l'homme, et le lin, la première matière textile utilisée. On en retrouve la trace dans l'Égypte antique, toujours pour envelopper les momies, il y a 6500 ans de cela. La soie ne fut découverte qu'un peu plus tard, en Chine, il y a 5000 ans. Voici d'ailleurs l'impératrice chinoise Saïrou, à qui l'on doit cette découverte. Sa maladresse allait être bénéfique. Elle venait de s'apercevoir de l'existence du fil de soie. Quelle belle étoffe. Je vais pouvoir me faire une robe. Hé Et attention, ce n'est pas pour toi. Cette étoffe est pour la reine et les gens de son rang. Toi, tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu n'es pas assez riche. Tout ça à cause de mon fainéant de mari. Si seulement tu te bougeais un peu. La technique artisanale du tissage de la soie fut bientôt mise au point. Et ces statues de pierre qui datent de la même époque en témoignent. Après la fibre végétale, on découvrit la fibre animale. La laine des moutons servit dès l'Antiquité à la confection de vêtements chauds. C'est doux, la laine de mouton. Il y a 7000 ans, on trouvait déjà les premiers moutons élevés par les nomades. Voilà pourquoi le mot mouton apparaît plus de 500 fois dans la Bible. Savez-vous seulement ce que l'on peut faire avec la laine d'un seul mouton? Une paire de chaussettes. Ça me paraît très peu. En effet, disons que l'on peut obtenir un beau costume. Waouh! Et à part les moutons? Il y a les chèvres angora qui donnent le mohair. Et les chèvres de Cachemire. Après ces découvertes, les hommes s'empressèrent d'améliorer leur tenue vestimentaire. Et ça a donné quel genre de costume? Tous les genres. Dans la Rome antique, ce fut la toge, une grande pièce d'étoffe blanche qu'on mettait par-dessus une tunique. À l'époque byzantine, les costumes étaient ornés de splendides apparats. On les porta longtemps en Europe à l'occasion de cérémonies fastueuses. Au XVIe siècle, en plein triomphe de l'art gothique, les costumes adoptèrent des structures plus amples. Puis vinrent les Hooplandes de la Renaissance, qui ne cessèrent de se moderniser encore et encore. C'est beau. Ouais, à cette époque, tous les gens se disputaient le prix de la plus belle tenue. Et c'était à celui qui aurait le costume le plus flamboyant, le plus orné de bijoux et de broderies. C'est à cette époque que se situe le comte d'Andersen, les habits de l'empereur. Peu m'importe l'argent que ça coûtera, je veux un costume qui fera baver d'envie tous mes sujets, ainsi que tous les rois d'alentour, compris? Vous serez le plus beau de tous, mon bon roi. Majesté, ce costume a la particularité de ne pouvoir être vu que par des gens honnêtes. Vous serez le seul à le porter. C'est ce que je veux. Très bien. Bien. Que dites-vous de ce costume que mon nouveau tailleur vient juste de terminer? Superbe. Et il vous va tellement bien, ô mon roi. N'est-ce pas? Il est dépouillé, très simple, mais si beau. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, c'est magnifique, mon roi. Bon, eh bien... Puisque mon nouveau costume vous plaît tellement, je vais descendre dans la rue pour le montrer. Quoi? Salut! Cher sujet, avez-vous la conscience bien claire? Il n'y a que les sonnets de chant qui peuvent voir mon costume. N'auriez-vous rien à vous reprocher? Majesté, votre costume est exceptionnellement beau. Pauvre roi.
Et c'est un enfant qui surgit soudain de la foule et s'écria « Le roi est nu !» Oui, c'est ça. Le roi comprit alors que son goût immodéré pour les vêtements lui avait joué un mauvais tour. Et maintenant, les fibres chimiques. Comme le nylon. Parlons d'abord de la soie artificielle. De la soie artificielle? C'est bien ce que j'ai dit. On a essayé de copier ce que fait le ver à soie. Ah oui? Comment ça? En 1889, lors de la grande exposition universelle de Paris, la soie s'échangeait au même prix que l'or. De l'or contre du fil à soie? C'est quand même curieux. Un cocon à l'état brut valait son pesant d'or. L'exposition universelle faisait découvrir la tour Eiffel dont la hauteur et la structure étonnaient le monde entier. Mais la soie artificielle fascina presque autant que la tour Eiffel. Le nom de son inventeur, Chardonnet, fut bientôt sur toutes les lèvres. Chardonnet, un chimiste français qui avait étudié avec Louis Pasteur, réalisa son rêve. Produire une soie artificielle souple et résistante à l'aide de cellulose végétale. De cellulose végétale? C'est ça, Chardonnet a utilisé de la cellulose végétale qu'il a plongée dans de l'acide nitrique pour obtenir de la nitrocellulose. Monsieur Chardonnet a mélangé de la nitrocellulose avec de l'éther, ce qui a donné du collodion. Comme c'est de la bave collante du ver à soie que l'on tire la soie, Monsieur Chardonnet a réussi à produire des fils de soie artificiels en imitant le ver à soie. Vous voyez? Mais le produit présentait encore certains inconvénients. Il était inflammable. Oh, dangereux! Évidemment, son utilisation fut aussitôt interdite. Chardonnet ne se découragea pas et améliora son procédé. Il réussit enfin à produire un fil de soie artificielle qui n'était plus dangereux. Voici le schéma de production de la soie artificielle. Le collodion est filé à travers une filière et le fil est enroulé autour d'un tambour. En 1897, un Anglais du nom de Cross trouva un autre moyen. Tremper de la cellulose de bois dans de la soude caustique, puis réduire d'un tiers et ajouter du sulfure de carbone. À ce moment-là, vous obtiendrez enfin de la viscose dont vous tirerez les fils, en passant par une filière. Et vous pensez pouvoir en faire quelque chose? Oui, bien sûr, et j'espère que nous arriverons à le produire industriellement. On attend que le mélange se fasse. Et vous allez voir ce qui va se produire lors du passage dans la filière. Voilà la preuve que mon procédé est bon. Que pensez-vous de ceci, professeur? Ce métier à filer me semble tout à fait convenable. Qu'est-ce que c'est que ces schémas, professeur? Secret professionnel. Zut! Dès que son métier à filer fut opérationnel, la soie artificielle en viscose fut commercialisée. Comme cette soie artificielle était beaucoup plus facile à produire en grande quantité et moins chère que celle de Chardonnet, Cross put vendre son procédé dans le monde entier. C'est formidable! Et les maisons de couture utilisèrent bientôt ces nouvelles fibres. Mais est-ce que tu vas enfin te décider à nous parler du nylon? Oui, si tu veux, mais ce procédé est tout à fait différent de ce que l'on vient de voir. Ah, mais comment ça? Le nylon est la première fibre entièrement synthétique que l'on ait commercialisée. Allez, raconte-nous tout, Ordi. La soie artificielle partait de la cellulose du bois ou du coton, tandis que la fibre synthétique provient du pétrole. Il suffit de combiner le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène pour fabriquer ce textile synthétique appelé nylon. On venait pour la première fois d'inventer une fibre textile synthétique qui n'utilisait ni la fibre animale ni la fibre végétale. Et ce, grâce au chimiste américain Wallace Carothers. Avant de parler du nylon lui-même, parlons d'abord de la famille des polyamides à laquelle il appartient. Tout objet est une somme de molécules et même constituée de plusieurs atomes. Si l'oxygène et l'eau sont constitués de petites molécules, la viande, l'amidon contenu dans la pomme de terre ou les fibres végétales sont eux constitués de molécules géantes, les macromolécules. Je tiens à préciser que c'est à l'allemand Staudinger que l'on doit cette révélation datant de 1920.
La macromolécule a une forme très régulière et très structurée qui se répète sans cesse d'une molécule à l'autre, un petit peu comme si les molécules se donnaient toute la main. S'il n'y a qu'une main à tenir, 2 molécules seulement seront reliées l'une à l'autre. Mais si tout à coup, il y en avait 2, on verrait grandir une longue chaîne composée de maillons identiques appelés motifs. C'est le principe de la macromolécule linéaire. Les molécules se soudent les unes aux autres en constituant une chaîne d'éléments qui semblent toujours se donner la main. Grâce à la chaîne macromoléculaire que j'ai réussi à créer, je suis enfin arrivé à fabriquer une fibre synthétique, fine, résistante à l'eau et à la chaleur. Le 27 octobre 1938, New York a pris l'existence du nylon de la bouche du président de Dupont de Nemours où travaillait Carothers. J'ai la grande joie de vous annoncer l'invention d'une fibre synthétique extraordinaire. Plus fin qu'un fil de toile d'araignée, plus résistant qu'un fil d'acier. Le nylon, messieurs, c'est certain, ne tardera pas à révolutionner l'industrie textile. De nombreuses puissances industrielles se disputèrent l'invention des nouvelles fibres synthétiques. Et bien d'autres fibres synthétiques furent inventées ensuite. Ah, mais combien y a-t-il de fibres synthétiques? Oh, eh bien j'en dénombre au moins 3 qui restent les plus connus. Le nylon, évidemment. Regardez un peu comment s'écrit sa formule chimique. Compliqué, n'est-ce pas? Ah oui, on s'en sert pour faire des chaussettes, des collants, de la moquette, des parapluies. Des tentes, des cordages, des maillots et même de la pelouse artificielle. Il y a aussi le polyester qui a été découvert en Angleterre vers 1941. On en fait des rideaux, des revêtements de sol. Des chemises. Hop. Et celle-ci, mélangée de polyester et de coton, est infroissable. Et il y a aussi l'acrylique dont l'invention est due aux Américains en 1948. Ah oui, mon sweatshirt et mon pyjama sont en acrylique coton. Et mon gros pull d'hiver aussi. Oh, je ne pensais pas qu'il existait autant de fibres chimiques. On peut dire qu'il existe aujourd'hui près d'une 50aine de fibres synthétiques. Après des années de travail, des chimistes du monde entier donnèrent naissance à des fibres plus brillantes, plus souples et toujours plus résistantes. On les utilise pour tout et partout. Et sans l'existence des fibres synthétiques, le vêtement des cosmonautes eût été impossible à réaliser. Et puis, les chimistes essaient toujours d'inventer d'autres fibres. Et tu penses qu'un jour on va inventer une fibre indéchirable? Si tu cherches bien, cela existe déjà, cherche. Et que penses-tu d'un vêtement indémodable? Oh, je t'avoue que ça me paraît nettement plus difficile. Et puis, dites donc, si on parvient un jour à confectionner des vêtements indémodables et indéchirables, vous serez toujours habillés de la même façon, hein? Un peu comme toi, alors. C'est drôle. Est-ce que tu te rends compte, Marie? On pourra peut-être un jour avoir une tenue de football indéchirable. Et tu crois qu'elle restera à la mode pour toujours? Oui, et bien en attendant, tu es de corvée, Elliot, parce que si tu ne rapièces pas ton pantalon, tu auras bientôt l'effet salaire. Oh!